cela se connecte. Et voilà. Bon, est-ce que tu as mis le live sur Facebook? Ouais, il faut juste que je le mette en public. 2 secondes. Hop, non. Hum, Voilà. Hop, là, il est public. Voilà, là, tu peux partager. Copier le lien. Voilà, nous y sommes. Normalement, tu as pu le partager, Dragos, Oui, c'est bon? oui, oui, c'est bon. Super. Mais Bien. euh, il y a toujours de l'écho chez toi. Alors, Je ne sais pas pourquoi, mais là, il est tout en bas, normalement. Est-ce que c'est mieux comme ça? oui. Ok. Alors, merci. Merci à tous de nous rejoindre petit à petit. Je vois que vous commencez à arriver sur Instagram, également sur Facebook. Ce soir, nous allons démarrer en vous disant que tout se passe pour nous et rien contre nous. Et pour vous parler de comment cela est possible, comment se passe ce processus, j'ai invité qui autre que la personne qui m'est très très chère parce que elle fait partie de mon voyage dans ce monde des constellations, dans ce monde systémique et qui a su me contenir et me guider pendant que je marchais sur ce chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Dragoshriti, je te remercie d'être à nouveau ce soir avec moi lors de ton futur passage à Paris à la fin du mois de février. Ben, bonne soirée. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Je te remercie pour ton invitation et pour tes paroles. Et comme tu disais, tout ce qui se passe est pour nous, pas contre nous. Et nous, peut-être que nous le savons et peut-être que nous allons partager cela avec les gens qui nous suivent. Et d'ailleurs, tu le sais très bien que tu as pas eu toujours des moments très heureux quand tu as rencontré cette méthode et puis tous les processus qui se sont mis en marche et puis parfois nous mènent dans des places assez difficiles. Mais finalement, tout est là pour nous. Je te remercie encore une fois pour l'invitation et j'espère que nous aurons une bonne conversation sur le sujet, peut-être aussi sur d'autres. Sûrement, sûrement. Je vais commencer par ma question préférée. Qui est Dragoshriti? Ah, difficile question. Ça dépend d'où Qui est on, ce soir Dragoshriti? ça dépend d'où on regarde Drago Shriti. Drago Shriti est un homme comme tous les hommes, est une personne qui a son propre voyage, une personne qui a eu de la chance à trouver le chemin et comment dirais-je la lumière qui le guide dans la vie. Ça a duré un bon moment et je pourrais dire, je l'ai trouvé quand j'avais environ une quarantaine d'années. Et jusqu'à mes 40 ans, je peux dire que j'ai expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de places, plus ou moins heureuses, faciles, difficiles, mais tout cela m'a mené où j'en suis aujourd'hui en ce moment. Drago Shriti est le père de 3 enfants. Drago Shriti est aussi un rêveur. Drago Shriti est aussi un type très sérieux. Ça dépend du contexte. Drago Shriti est quelqu'un qui a cherché de trouver sa vocation dans la vie et je crois que je l'ai trouvé, qui s'est posé beaucoup de questions
quand il était jeune. Et la question fondamentale et existentielle était, que dois-je faire sur ce monde? Pourquoi suis-je venu ici? Et je pense que nous avons tous un petit peu cette question qui traîne derrière nous, jusqu'au moment où nous retrouvons la chose qui nous complète ou qui nous fait vivre pleinement. Voilà, c'est un petit peu Drago Shriti. Drago Shriti fait aussi des choses que nous allons parler ce soir, c'est-à-dire les constellations systémiques. Et en fait, c'est ça ma voie que j'ai trouvée quand j'avais une quarantaine d'années. Et j'ai trouvé que cette méthode nous aide à dépasser des souffrances inconscientes qui nous tiennent liés dans des places assez difficiles et qui nous aident à progresser dans notre vie et à vivre pleinement. J'ai été fasciné et puis c'est ce que je fais depuis que j'ai trouvé ça, comme je disais, constellation familiale, constellation systémique. Voilà, je suis ici présent avec toi, pour partager ça avec vous. Est-ce que tu peux nous redire peut-être un peu enfin, très brièvement pour ceux peut-être qui n'ont pas été avec nous la fois dernière, qu'est-ce qu'une constellation? C'est quoi une constellation et comment ça marche surtout pour, juste pour avoir un petit début comme ça pour expliquer aux gens à quoi s'attendre en fait. Ben, il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Euh, et il y a des gens qui considèrent que c'est de la psychothérapie de durée courte ou de la psychothérapie, une méthode de guérison, te diront des autres. Enfin, il y a plein d'opinions là-dessus. Euh, pour moi, c'est un outil, si tu veux. C'est une philosophie de vie en ce qui me concerne, mais cette méthode nous aide à, resurfacer ou faire surface les liens inconscients que nous avons avec des autres membres de notre famille, des, des, des vérités profondes qui n'ont pas été, qu'on n'a pas pu euh, porter à la lumière. Et puis, avec cette méthode, nous pouvons les faire venir de l'inconscient au conscient et puis travailler avec. C'est une méthode qui nous aide à faire une introspection, à regarder un petit peu dans les ténèbres intérieures et ressortir de là les choses qui nous font mal, qui sont douloureuses et les remettre dans un autre contexte. En fait, pour moi, c'est une méthode qui nous aide à avoir une perspective complètement différente sur la vie et puis sur les relations que nous avons, spécialement avec les membres de la famille, mais aussi avec les gens qui sont autour de nous. C'est une méthode qui a un potentiel énorme de guérison. Et je trouve que cette méthode peut être appliquée, elle a un potentiel illimité. On peut l'appliquer dans n'importe quel système. Donc, les constellations nous aident à regarder dans ce bagage inconscient et faire resurfacer les choses que nous avons besoin de voir d'une autre manière ou d'une autre Mhm. perspective. Mhm. Je disais au tout début que tout se passe pour nous et rien contre nous. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens qui nous regardent comment c'est possible de accepter cela quand nous traversons justement parfois des choses très, très difficiles et que rien ne te encourage à voir que ces choses-là sont pour toi et pas du tout contre toi. Oui, en effet, c'est très difficile de regarder les choses comme ça, puisque parfois nous nous trouvons dans des situations de vie assez difficiles ou assez douloureuses, et nous avons l'impression que ces choses-là nous font du mal ou elles sont contre nous. Mais en fait, ce ne sont que des conséquences de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre système, dans cet inconscient duquel je parlais. Et si nous pouvons sortir de cette place de jugement, même si ça nous fait mal, nous pouvons voir les choses d'une autre façon. Et ce que je veux dire par cela, c'est que nous sommes tous liés à euh, des, comment dirais-je, des connexions avec euh, les gens de notre famille, des connexions conscientes, mais aussi des connexions inconscientes. Mais
portons à l'intérieur de nous toutes les expériences de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, jusqu'à la septième génération. Et on a découvert, la science a découvert que ces informations sont enregistrées dans notre ADN qui est passé à la génération suivante. Donc, c'est démontré que l'ADN est le matériel génétique avec une capacité extraordinaire de stocker les informations. Alors, tout ce qui s'est passé avec nos parents, grands-parents et l'arrière, et si on peut regarder jusqu'à la septième génération, tout ça vient de maman et de papa. Donc, nous sommes moitié maman, moitié papa, et nous portons tout cela en nous sans le savoir. C'est ce bagage inconscient duquel je parlais. Mhm. Mhm. Et si il y a des choses qui se sont passées dans le passé de nos parents, qui n'ont pas été vraiment clairs ou qui ont eu ont montré des difficultés, tout cela est avec nous. Et ces choses-là, quand le moment est propice, elles ne font que se déclencher. Et nous sommes vibrations, mais nous sommes aussi histoire ambulante. Et quand nous rencontrons le moment propice, quelque chose va se passer. Mais rien n'est personnel. Mais puisque les choses qui sont à l'intérieur de nous sont ouvertes, qu'ils n'ont pas été regardées ou elles n'ont pas été guéries, ça nous fait réagir. Et nous avons une réaction vis-à-vis de ces événements et les événements ont une réaction vis-à-vis de nous. Donc, Mhm. en essence, toutes les choses qui se passent à notre proximité et qui nous visent directement, elles ont quelque chose à voir avec nous. Mais comme je disais, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est plutôt une invitation de regarder la situation ou le comportement ou la personne avec d'une autre perspective. Et Mhm. souvent, nous nous trouvons dans des relations avec des gens et nous les appelons des relations toxiques. Ça, c'est parce que Mhm. nous avons l'impression que l'autre personne nous en veut ou elle veut quelque chose de nous ou elle peut-être nous abuse. Mais cette connexion qui est créée là-bas, c'est que le comportement de cette personne est en effet un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un signal d'alarme qui nous dit, fais attention, il faut que tu regardes ici. Et nous sommes habitués que regarder seulement le comportement de la personne. Si nous Mhm. pouvons être capables de regarder derrière le comportement, nous allons voir qu'il y a toujours une souffrance énorme qui fait la personne réagir ou avoir ce genre de comportement. Et donc, c'est ce qui se passe dans cet échange avec nous. Il y a des choses que nous devons comprendre, des choses que nous devons apprendre. Et pour cela, nous avons besoin de faire un pas en arrière, en sorte que nous détacher de Mhm. de De la la situation. connexion de la Mhm. situation, mais en restant présent et se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, n'est pas à sa place et a pu faire que cet événement se passe en ce moment? Mhm. Mhm. Et on entend souvent lors justement des événements comme ça, mais il faut honorer, faut regarder les choses d'un autre côté, notamment pour les parents, hein. Il faut honorer ses parents, il faut honorer sa mère, il faut honorer son père. Mais cela veut dire quoi, honorer ses parents? Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est honorer son parent? Ben, tout d'abord, nous avons, chacun d'entre nous, nous avons nos expériences pendant que nous sommes des enfants. Et beaucoup de ces expériences sont très heureuses, mais il y en a d'entre elles qui sont difficiles. C'est soit que nos parents nous jugent, tu n'es bon à rien, tu vas rien faire de ta vie, enfin ce genre de situation qui laisse une empreinte sur l'enfant et sur l'enfant qui se développe. Et l'enfant qui se développe va grandir avec cette phrase qui inconsciemment va lui guider la vie quand il devient adulte. Donc, je deviens adulte, j'ai entendu toute ma vie quand j'étais enfant que je suis bon à rien, je vais rien faire dans la vie, ou je suis abusé par un des parents. Et tout cela reste avec moi quand je suis adulte. Et quand je suis adulte, je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que le programme inconscient qui a été mis là par mes parents, c'est que je suis incapable. Bon. Si nous en sommes là, il y a un mec ou une demoiselle comme toi qui va dire à quelqu'un, il faut que tu fasses paix avec tes parents, que tu les honores.
c'est difficile de comprendre quand tu as cette voix intérieure qui te dit tout le temps, ton père ou ta mère qui te disent, bon, t'es bon à rien, tu vas rien faire de ta vie. Donc, honorer les parents, c'est être capable de se distancer du jugement que nous avons envers nos parents. Ça, c'est le premier pas, même si c'est difficile. Parce que, comme je disais, le comportement de quelqu'un, c'est un signe qu'il y a une souffrance. Et si nous pouvons regarder derrière le comportement et voir la souffrance de nos parents qui les font agir comme ça, nous allons comprendre qu'ils ne peuvent, qu'ils n'ont pas pu faire plus que ça. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et nous, comme enfants, en devenant adultes, nous attendons toujours que nos parents en fassent plus. Et c'est une illusion, c'est impossible. Ils ne pourront jamais faire plus de ce qu'ils ont fait. Et le maximum de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné la vie. Nous Mhm. sommes ici sur cette terre parce que papa a rencontré maman, ils se sont aimés 5 minutes ou 20 ans, mais il y a un moment auquel leur amour a fait que nous sommes ici sur cette planète. Et si nous pouvons, comme je disais, faire un pas en arrière et renoncer au jugement, en ce moment, nous pouvons voir nos parents avec d'autres yeux, avec d'autres lunettes. Et si nous pouvons sentir qu'ils ont été incapables de faire différemment, les honorer, c'est de le remercier pour la vie que nous avons reçue de chez eux. Non seulement leur remercier, mais non pas juger, non pas plus attendre quelque chose d'eux, et de vivre notre vie pleinement. Et c'est très simple en constellation, tu sais bien, nous avons des rituels pour faire ça, cher Mhm. papa, chère maman, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Sans toi, je ne serais pas aujourd'hui ici. Et en fait, c'est ce que font les constellations. Ils sont en train de relever une vérité présente dans le système qui n'a pas été exprimée jusqu'à ce moment. Il n'y a pas de doute que nous sommes en vie parce que nos parents sont venus ensemble. Mhm. D'accord? Mhm. C'est ce qui nous aide notamment d'honorer nos parents. Donc, en quelque sorte, il y a ce devoir finalement de d'accepter qu'ils sont exactement comme ils sont, et pas seulement ça, mais accepter sans plus rien vouloir changer à leur regard. Oui, mais quand tu dis que c'est un devoir, ça devient difficile. Ce n'est pas un devoir, c'est la nature des choses. Et si nous suivons le naturel, c'est ça le naturel. Remercier pour ce qu'on a reçu. Et ça se Mhm. fait dans chaque échange. Je te donne quelque chose, tu me remercies, tu me donnes quelque chose, je te remercie. C'est la même chose, mais ça a une autre dimension quand nous parlons de notre vie et de nos parents. C'est de Mhm. justement, naturellement, remercier nos parents pour la vie que nous avons reçue. Et, Mhm. et aussi, il y a renoncer, renoncer à vouloir que nos parents soient différents. Mhm. Quand on veut quelque chose de chez eux, c'est que nous voulons qu'ils soient différents. Je voudrais que ma mère soit un petit peu différente, qu'elle me parle autrement. Ça ne va pas se passer. C'est l'illusion de l'enfant qui attend toujours que ses parents deviennent quelqu'un d'autre. Et ça ne se Mhm. passe pas. C'est impossible. Et combien de travail est nécessaire pour quelqu'un qui pose la question, mais combien de temps je dois travailler pour changer ma vie, pour transformer ma vie? Alors tu dirais quoi, Dragos? Combien de temps est nécessaire pour Tu, tu- transformer sa vie? oui, tu sais bien que je ne donne pas de recette, mais je dirais qu'entre 30 minutes et toute la vie. Mhm. C'est à peu près ça. Il n'y a pas une réponse standard, je dirais, et ça dépend beaucoup de notre parcours à chacun d'entre nous, ce qui s'est passé dans notre vie, ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres. Et je dirais que c'est un voyage que tu commences, que tu parcours à un moment donné et puis tu te rends compte que tu vas le faire toute la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles, je ne sais pas, toute ta vie à des ateliers de constellation, que tu sois en thérapie toute ta vie, mais c'est juste ouvrir la porte intérieure vers ton âme, vers ton cœur et puis tout le passé qui est là-bas. Et puis ça, je ne sais pas combien ça peut prendre. Mhm. D'habitude, l'impact d'un atelier de constellation est fantastique et puis les gens viennent et ils s'en vont complètement époustouflés, éberlués de ce qui se passe dans l'espace de l'atelier. Et après, ils prennent le goût et ils sentent que
il y a quelque chose qui s'est passé avec eux. Mhm. Quelque chose est différent. Quelque chose est peut-être mieux ou ils ont une autre sensation de la vie et ils reviennent. Ouais, il y a une Et- prise de conscience énorme Exactement, à chaque personne qui participe à ce exactement. genre de thérapie. Et si on parle des fardeaux, des choses que nous avons pu hériter, autres que les cadeaux, il y a aussi des fardeaux. Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi un descendant plutôt qu'un autre va hériter d'un fardeau et qui se retrouve à devoir porter cela? Euh, je crois qu'il faut faire une petite parenthèse ici et parler un petit peu de comment fonctionnent les systèmes. Mhm, Et le système familial est comme n'importe quel autre système. Et les systèmes, ce que veulent les systèmes, c'est d'être complets. mhm, C'est-à-dire que quand nous sommes dans une situation difficile, quand le système est dans une situation difficile, le système euh, va faire en sorte d'enlever une partie de soi pour que l'entier survive. Il mhm, fait un sacrifice. Il sacrifie une partie de soi pour que l'entier survive. Et le sacrifice est une exclusion peut-être d'un membre ou plusieurs membres qui est faite par le système. Et donc le système survit, mais il est incomplet. Et le système a besoin d'être complet. Donc il va mettre de l'énergie sur un des descendants de la génération qui suivent ou des générations qui suivent, de fait que cette personne ou ces personnes réincluent ce qui a été mis de côté. mhm, Pourquoi moi? Eh bien, parce que toi, tu as la capacité et le système met cette énergie sur toi parce que tu as la capacité de faire le changement. Parce que derrière toi, comme je disais, il y a les ancêtres, les parents, les grands-parents et encore plus en arrière qui se mettent tout l'espoir en toi que tu puisses changer quelque chose. Et quand je dis tu puisses changer quelque chose, c'est de ne pas changer le passé, mais plutôt d'honorer ce qui se passait, ce qui s'est passé dans les générations d'auparavant et de réinclure une énergie, une personne, une idée de laquelle on ne parle pas. Tu sais, il y a des mhm, tabous dans les familles, on ne parle mhm, pas de ci, dans notre famille, on fait comme ça, on ne fait pas d'une autre manière. Toutes ces choses-là, c'est une exclusion. Et quand on peut réinclure les choses qui ont été exclues, alors on peut avoir le système complet. mhm, Il y a aussi un autre plan. Ça dépend aussi de la place à laquelle nous venons dans notre système. C'est une question de hiérarchie. Et le système va donner pas nécessairement au premier, au deuxième ou au troisième, mais il va mettre l'énergie là où la personne ou le matériel est le plus, comment dirais-je, euh, le Prêt? plus prêt et ouvert à faire quelque chose avec cette énergie. Et tu vas Mhm, voir, il y a des gens dans des familles, l'aîné, dans d'autres cas, le deuxième ou le troisième, qui sont dans des dynamiques très difficiles. Et ça peut te dire qu'ils sont invités à faire quelque chose. Mais mhm. en fait, je crois que nous portons tous ces fardeaux à un certain degré. Et nous avons chacun d'entre nous des questions spécifiques à mettre en place. Et quand nous disons justement que nous serons jamais comme mon grand-père, comme ma grand-mère, je serai jamais comme ma mère, comme mon père. Et c'est quand même incroyable que ces personnes-là se retrouvent exactement dans cette place, soit à galérer comme eux, soit à porter leur colère, soit à être dans le besoin ou ne pas réussir leur relation. Est-ce que justement c'est le fait de vouloir les éliminer, enfin de refuser ce qu'ils ont fait, qui te mettent dans cette position à répéter exactement le comportement? Il y a plusieurs choses ici. C'est d'abord, nous devenons ce que nous rejetons à chaque fois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que nous n'en rendons pas compte. Je ne suis pas conscient du fait qu'en rejetant cette personne, je deviens exactement comme elle parce que j'ai
j'ai la même manifestation, le même comportement. Et c'est normal que je deviens comme mon père qui a été, je sais pas, alcoolique ou comme ma mère qui était toujours en colère. C'est une liaison, si tu veux, c'est une liaison inconsciente que nous créons avec la personne. Et si j'ai une difficulté avec personne, le motif pour lequel je la rejette, c'est que j'ai du mal à me connecter avec cette personne. Mhm. Et ma colère et ma réjection est en fait le lien qui nous garde ensemble. Mhm. Donc, quand je te rejette, quand je suis en colère avec toi, c'est ma colère qui nous tient liés. C'est un amour inconscient qui est entre ces deux personnes, qui est exprimé par celle qui la rejette. Et alors, par cet amour inconscient, je deviens comme toi, même si je ne m'en rends pas compte. Et c'est ma manière de te dire combien je t'aime, maman ou papa ou peut-être quelqu'un d'autre dans la famille. C'est une des raisons pour lesquelles on peut voir ce genre de dynamique. Mhm. Et est-ce que cela est possible même pour les générations des enfants qui ont été élevés, par exemple, par leurs grands-parents et qui ont vu leurs parents uniquement lors des week-ends, comme c'était toute une génération à une certaine époque. Maintenant, c'est plus la mode, on va dire, de ce type d'éducation, mais auparavant, c'était les grands-parents qui élevaient les enfants et les parents, ils les récupéraient à l'âge de l'école. Oui, Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est le modèle de comportement des grands-parents qui va être répliqué ou comment ça fonctionne quand les caregivers, quand les personnes qui prennent soin des enfants ne sont pas les parents? ce genre de comportement, comme je disais, il est plutôt adressé aux personnes que je rejette. Mhm, Et d'habitude, il y a une autre sorte de dynamique qui se passe quand mes parents m'envoient chez les grands-parents pour qu'ils m'élèvent. Il y a euh, ce qui s'appelle le mouvement interrompu. Au moment où le père ou la mère ne sont pas présents avec l'enfant, l'enfant a cette demande naturelle de se connecter avec les parents, de prendre le soin, le contact, que ce soit physique, émotionnel, euh, qu'il soit en sécurité. Et quand le parent n'est pas là, physiquement ou émotionnellement, il va essayer de trouver de se connecter avec quelqu'un d'autre. Et d'habitude, c'est les grands-parents parce qu'ils sont les plus proches, surtout si nos parents nous laissent avec eux, mais ça peut être aussi d'autres gens. Et ce qui se passe, c'est que pour survivre, nous avons besoin d'appartenir. Et donc, ce que les grands-parents font, ils nous prennent dans leur clôture et nous appartenons. mhm, Mais et nous allons créer des modèles de parents en regardant les grands-parents. Mais ce ne sont pas nos parents, ce sont les parents de nos parents. Il y a un lien entre nous, mais ce n'est pas un lien direct. Le lien est à travers nos parents. mhm, Et mhm, ce qui se passe, c'est que parce que maman et papa viennent le week-end, ou ils viennent après 2 ans, ou je ne sais pas, 5 ans après, moi, je ne les connais plus. Pour moi, c'est des étrangers. Et quand les parents essaient d'interactionner, de faire une interaction avec l'enfant, l'enfant les rejette. Mes parents sont les grands-pères, en fait, c'est pas vous. Et c'est ce genre de dynamique qui fait que les choses se mettent en place comme on disait auparavant. Je ne vais jamais être comme toi. Je ne vais jamais abandonner mes enfants. Et j'ai déjà 3 mariages et puis six enfants, tu vois, avec les trois. Donc, mhm, comme je disais, c'est ce genre de dynamique difficile, ce mouvement interrompu avec les parents qui nous met dans ce jugement et cette réjection de mhm, nos parents. mhm, Et bien sûr que nous allons prendre les modèles de survie de chez nos grands-parents. Donc, c'est parce que c'est eux qui nous font la connexion, la liaison avec la vie, avec le monde, et nous allons explorer avec leur aide et à travers leurs yeux, pas avec l'aide des parents et à travers l'aide mhm. de nos parents.
Oui, et puis même la relation de couple, c'est le premier modèle de couple que l'on expérimente. Donc, il se peut que nous allons répliquer ce type de couple pour reproduire quelque chose que nous avons expérimenté. Absolument, quand nous créons une relation, quand nous allons dans une relation, nous venons avec toutes les images que nous avons apportées de notre famille, tout ce que nous avons vu entre maman ou papa ou les grands-parents, ça dépend qui nous a élevés, nous venons avec ces modèles. Et tout ça, nous projetons sur le partenaire. Ça, si nous ne sommes pas élevés, nous ne sommes pas clairs à l'intérieur Mhm, de nous. Mais mhm, d'habitude, dans la plupart des cas, quand nous rentrons dans une relation, la première chose qu'on fait, c'est mettre une projection. Et d'habitude, nous rentrons dans des relations parce que je vois dans le partenaire inconsciemment la chose qui, je crois, qui va me remplir. Tout ce que je n'ai pas eu dans ma famille. OK? Et c'est pareil pour les deux. Et nous avons une relation ensemble, tout va bien jusqu'à un moment donné, quand les choses se remettent en fait en marche parce que je ne vois pas le partenaire, je vois la projection que j'ai mis dessus. Et je ne peux pas vivre avec une projection. Et il faut mhm, que nous faisons en sorte de démanteler cette projection pour être capable de voir notre partenaire et d'être capable de vivre notre vie pleinement avec le partenaire dans la relation. mhm. Et si on parle du besoin, par exemple, ceux qui démarrent dans la vie, qui ont un start dans la vie plutôt difficile, dans le besoin, dans le manque, et qui finissent par réussir ou plutôt bien s'en sortir, mais juste après, ils vont tout perdre, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont redevenir en besoin, ils vont se retrouver dans la situation initiale. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être relié? À leur début? Est-ce que c'est une question d'être loyal ou... Oui, c'est exactement ça. C'est comme je disais au début. euh, Tout d'abord, nous avons chacun d'entre nous notre destin. Et il y a des gens qui démarrent leur vie dans le besoin, dans le manque peut-être, mais ils réussissent à transcéder cette place. Et je crois que chacun d'entre nous, dans notre famille, dans nos ancêtres, nous avons au moins une personne qui a su faire ça. Un ancêtre qui a été capable de transcéder les difficultés de la vie et d'être capable de se mettre dans une autre place. Et puis, Hmm, si je commence dans le manque, dans le besoin, il y a une certaine dynamique qui nous a mis là-bas. Et peut-être que mes parents étaient incapables de faire leur vie différemment et ils m'ont tenu dans le manque. Donc le manque est toujours présent comme un- une dynamique inconsciente. Et je peux lutter et sortir de là et faire une vie absolument extraordinaire. Mais la loyauté est là, et c'est une loyauté très forte et inconsciente. Si mes parents n'ont pas été capables de faire plus que ça, moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, inconsciemment, je crée des scénarios, je crée des situations dans lesquelles je vais perdre tout. Et je vais créer tout ça inconsciemment et je vais même me dire que c'est pas ma faute parce que tout va être parfaitement orchestré en sorte que je perde tout. Et je recommence et ça, je me remets sur pied et j'arrive à un autre point où j'ai tout ce qu'il faut et à un moment donné, tout va se perdre. Et c'est cette loyauté vis-à-vis de nos parents, comme je disais, une loyauté aveugle et en sorte d'honorer ce qu'ils ont pu faire. Et nous Mhm. pouvons sortir de cette dynamique au moment où nous pouvons honorer, puisque tu as dit, on parlait de honorer nos parents, d'honorer le fait que nos parents ont pu exactement ce qu'ils ont pu, et que pour les honorer, moi j'ai le droit et je peux faire plus que ça. Et je peux les honorer en vivant ma vie pleinement et en me donnant la permission de faire plus de ce qu'ils ont fait. Et c'est un petit peu ça. Mhm. Est-ce que l'argent ont une âme? Est-ce que c'est vivant alors? Est-ce que la chaise sur laquelle tu es assise a une âme? Oui. Ok, bon, alors si ta chaise a une âme, donc l'argent aussi a une âme. Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste dans l'âme de l'argent.
Je pense que l'argent, comme toutes les autres choses, c'est une énergie. Et puis l'énergie de l'argent, c'est une énergie de l'échange. Et Mm, l'échange est toujours présent dans les relations. Il n'y a pas de relation avec sans échange. Si mhm, nous n'échangeons plus rien, la relation est morte. Et je pense que c'est pareil avec l'argent. Et en plus, l'argent est une énergie, je dirais masculine. Et peut-être des gens ne vont pas aimer ce qu'ils vont entendre, mais c'est comme ça. C'est une énergie qui est très directionnelle et qui est liée à faire des choses et à prendre en échange quelque chose. Et mhm, c- l'argent, c'est cette monnaie d'échange. mhm, C'est comme ça qu'elle est conçue. Je ne sais pas si l'argent a de l'âme, mais je sais que c'est une énergie qui circule. Et parfois, quand nous avons des difficultés avec l'argent, c'est fortement possible que ça vienne à cause de la relation avec le masculin dans notre famille, père, grand-père, enfin la ligne mhm, masculine. Oui. mhm, mhm, Parce que, vois-tu, le rôle des parents dans la famille est très spécifique. Le rôle de la mère est de nous mettre en contact avec la vie. Sans notre mère, nous ne pouvons pas venir sur ce monde. Et le rôle du père est de nous mettre en contact avec le monde. Et le monde, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas quand nous venons sur cette terre. Nous sommes connectés à notre vie, mais le monde, nous commençons à le découvrir un petit peu plus tard. Et ça, c'est le rôle du Père, c'est de nous mettre en contact avec le monde extérieur. Et c'est un échange qu'il fait. Et d'ici, l'énergie de l'échange, peut-être l'énergie de l'argent, je dirais. mhm, mhm. Et j'ai remarqué quelque chose pour les gens qui participent à des ateliers de constellation. Il y en a certains qui somatisent, qui ont des douleurs, qui manifestent divers symptômes, soit pendant les constellations, soit à la fin d'un atelier de 2 jours, ils vont se sentir très fatigués ou ils vont somatiser. Est-ce que éventuellement tu pourrais expliquer quel est ton point de vue là-dessus, sur le fait que c'est un voyage où nous pouvons expérimenter ce type de manifestation également. Oui, Euh, il y a plusieurs plans qui Mhm, sont touchés ici dans ces discussions. Et l'un d'entre eux, c'est que quand nous faisons partie d'un groupe dans un atelier, il y a une énergie de groupe qui se met ensemble. Et nous sommes tous connectés en quelque sorte les uns avec les autres. Et puis, dans cette connexion, il y a un échange. Quand nous sommes appelés à représenter quelqu'un, nous nous connectons avec des énergies de la famille du client ou de l'histoire du client. Et cela peut se manifester dans notre corps. Cela se manifeste dans notre corps, soit par des émotions qui peuvent être très fortes, soit par des sensations physiques qui se manifestent au niveau de notre corps. Ça peut être des douleurs, ça peut être chaud ou froid, ça peut être plein de choses. Mais ce genre de manifestations sont là parce que nous devenons un canal de transmission entre l'énergie de la personne que nous représentons et le besoin de la constellation que l'information se mette en place là-bas. Ça, c'est un des niveaux. Et certainement, nous sommes appelés à représenter quelqu'un de la famille du client parce que nous avons une histoire similaire. Une histoire similaire qui peut-être n'est pas encore touchée, qui n'est pas encore vue, qui n'est pas encore mise en place. Et l'invitation d'être en représentation, c'est de regarder notre propre histoire d'une autre perspective, d'un autre point de vue. Alors, tout ce qui se manifeste à travers nous, c'est aussi pour le client, mais ça peut aussi être pour nous-mêmes. Donc, c'est un, un signal, pas un signal d'alarme, un signal que il y a quelque chose pour nous là-dedans. Et nous sommes d'habitude effrayés que quelque chose se passe, ça va nous affecter, mais en fait, nous sommes complètement, nous ne sommes pas habitués
à vivre l'intensité de ces émotions ou de ces sensations physiques parce que nous avons peur que ça va nous faire du mal. Et en fait, ce qui se passe avec nous, c'est qu'il y a un réarrangement de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et notre tête, notre intellect est incapable de comprendre cela, donc nous avons peur. Mais si nous laissons le processus se passer, nous allons voir que les choses vont se remettre en place et finalement nous allons nous sentir mieux qu'auparavant peut-être. Être fatigué après un atelier ou être fatigué après une représentation, ça fait partie aussi de notre voyage. Quand je suis fatigué après un atelier, c'est qu'il y a des choses qui ont été touchées à un plan très profond à l'intérieur de moi, un plan inconscient que mon conscient n'est pas capable de voir ou de comprendre. Et cette sensation de fatigue, c'est que j'ai travaillé, j'ai vraiment travaillé dur à remettre les choses en place. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Il faut pas s'en faire de ça. Il faut juste de prendre le temps pour soi, de se reposer peut-être, mais aussi d'ouvrir un espace intérieur pour permettre de ce qui se passe avec nous de se manifester. Hein. Comme je disais, nous sommes de l'histoire ambulante. Il y a maman, papa, et puis tous les ancêtres jusqu'à la septième génération, avec tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années à l'intérieur de nous. Et quand nous marchons dans des espaces difficiles ou des espaces qui ont quelque chose à nous donner ou nous montrer, ces choses peuvent resurfacer. Il Mhm. y a encore une autre chose. Il y a, et tu as certainement entendu parler de la mémoire cellulaire. Nos cellules, elles comprennent toute la mémoire de, comme je disais, à travers l'ADN de nos parents, grands-parents, etc. Et donc, c'est cette mémoire qui est en train de se manifester. Quand nous approchons un événement difficile ou qui a été déjà vécu auparavant, notre corps est en train de réagir. Et quand tu vois quelqu'un qui tremble très fort, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance de l'arrêter, de lui dire arrête-toi, arrête-toi. Et en fait, ce qui se passe, le corps de cette personne, il est en train de libérer le trauma qui D'évacuer. est compris, oui, le trauma qui est compris dans le corps. Exactement comme les animaux le font dans la nature. Mhm. 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 C'est une façon de surpasser le trauma, Mhm. inconsciemment. Et qu'en penses-tu des femmes enceintes qui veulent participer à ce genre de travail? Je pense que le miracle de la vie est bienvenu partout, même dans un atelier de constellation. Je peux dire que ma femme était enceinte pendant que nous faisions la formation en constellation. Et ce que j'ai appris de nos professeurs, ce que je recommande aux femmes enceintes, c'est que c'est important de prendre soin de soi et aussi prendre soin de la vie qu'elles hébergent. Et si c'est beaucoup trop d'émotions ou si c'est trop fort pour elles quand elles sont présentes dans l'atelier, elles peuvent à chaque moment sortir et rentrer quand les choses se calment. Il faut éviter les émotions fortes qui peuvent affecter le bébé. Mais je ne dirais pas non aux femmes enceintes, mais je dirais qu'elles doivent prendre conscience des effets que les émotions fortes ont euh, pour l'enfant. Et c'est leur responsabilité de venir ou de ne pas venir à un atelier. Si je sais prendre soin de moi, je vais prendre soin de moi. Et si c'est beaucoup trop, je vais sortir. D'ailleurs, je fais des ateliers seulement avec des femmes enceintes, un atelier qui s'appelle Viens connaître ton enfant. Et nous travaillons avec l'enfant qui n'est pas encore né et puis la génération antérieure, les mères et les pères. Et c'est un espace qui est très sécurisé, où les émotions peuvent couler sans être trop fortes. Et c'est très bénéfique pour les mères. Mhm. Et je crois Mhm. qu'aussi pour les enfants. Il y a une chose, l'enfant qui, qui est en état de développement, enfin, les enfants d'habitude, ils n'ont pas de capacité de gérer les situations. Mais d'autant plus quand nous sommes dans cet état d'embryon,
euh, toutes les émotions que la mère est en train de vivre, toutes les pensées que la mère a, elles sont directement transmises à l'enfant. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de, de rester dans des espaces qui sont sécurisés, Mhm. personnels et aussi à l'extérieur du monde. Et aussi Mhm. parler avec l'enfant. C'est très important de parler avec l'enfant qui va venir sur le monde. Je suis ici, je te porte et tu es en sécurité. Enfin, chaque mère sait ce qu'elle peut dire à son enfant. Mhm. Mais je Mhm. dirais que Des il y a, choses que nous ne sommes pas habitués à faire, c'est des choses que nous ne faisons pas assez. Donc, oui, certainement. Il y a des années, c'était un tabou de ne pas faire venir ou laisser les femmes enceintes venir dans dans les ateliers. Ce que je ne ferais pas, je ne mettrais peut-être pas une femme enceinte à représenter quelqu'un dans le système, mais une femme enceinte peut participer à l'atelier et elle peut même travailler sur un thème ou une question qu'elle a, tant que, comme je disais, elle prend soin de ça. La mhm. recommandation que je fais, si je travaille avec une femme enceinte, je lui dis, si jamais c'est trop pour toi, tu me le dis et puis on s'arrête tout de suite. Et il Mhm. faut que tu prennes soin de ton bébé. Mhm. Mhm. Ok. Bon, merci beaucoup, Dragos, pour toutes tes réponses. Ça fait toujours plaisir de discuter et d'avoir ta position sur tous ces sujets fascinants. Pour ceux qui nous regardent, sachez que Dragos il sera à Paris le dernier week-end de février, le 24 et le 25. Magnifique. Nous allons mettre le lien en commentaire dans le live, comme ça vous pouvez regarder les informations. Le temps il passe vite, nous avons déjà dépassé les 45 minutes. Peut-être une dernière question pour clôturer. Qu'est-ce qu'on fait après une constellation familiale? Qu'est-ce que toi tu recommandes de faire après cette expérience? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre soin de soi. C'est trouver un espace personnel dans lequel on peut, on peut se reposer d'abord, mais aussi être aussi très attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses qui vont se passer autour de nous dans les relations que nous avons avec les gens, quand nous marchons sur la rue peut-être, et d'observer toutes les choses qui se passent avec nous. Mais en essence, c'est de prendre de l'espace pour soi, de ne pas questionner ce qui s'est passé. Il y a des choses que peut-être notre intellect est incapable de comprendre et de les laisser juste comme ça. Parce que à l'intérieur de nous, il y a une autre sorte d'intelligence qui va faire les choses resurfacer. Donc, prendre soin de soi, prendre de l'espace et laisser les choses se mettre en marche. Parce que la constellation ne se fait pas seulement dans l'atelier. La constellation, elle travaille beaucoup de temps après que nous finalisons un atelier de constellation. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez jamais ça. Merci, merci Dragos. Sur ce, nous allons clôturer. Euh, je vais d'abord mettre celui-là. Alors, 2 secondes. Alors, À très bientôt à Paris. Oui. Et je te remercie aussi, en cas pour cette interview. merci, merci de l'avoir accepté. Je sais que tu es très occupé, mais c'est important de prendre un peu de temps parfois est nécessaire. Oui. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.